Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui des lichens, sentinelles de notre environnement. Alors ces lichens, déjà on va tout d'abord peut-être les décrire. À quoi ça ressemble un lichen? À quoi ça ressemble un lichen? Les lichens sont souvent confondus avec les mousses. Souvent, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un lichen, il y a des gens qui vont vous dire c'est une mousse. Mais non, un lichen, c'est pas une mousse. Si vous prenez une mousse, vous la regardez au microscope, vous allez voir, comme tout être vivant, elle est formée par des cellules, et vous allez voir des cellules de mousse. Si vous prenez un lichen et que vous l'observez au microscope, vous descendez à l'intérieur du lichen, vous n'allez pas voir une cellule de lichen, mais vous allez voir en fait deux partenaires, des cellules d'une algue verte qui fait la photosynthèse et des cellules d'un champignon. C'est-à-dire qu'un lichen s'est formé par deux êtres vivants qui sont unis, une algue verte microscopique, unicellulaire, ou parfois une cyanobactérie, c'est-à-dire une bactérie qui fait la photosynthèse, et un champignon. Et les deux vivent ensemble et vont créer une nouvelle entité qui est un lichen, qui ne ressemble ni à l'algue, ni au champignon. C'est-à-dire que cette union de l'algue et du champignon crée de la biodiversité. Ça va créer 20 000 espèces de lichens dans le monde, 3 000 en France, à peu près 1 000 dans les Hautes-Alpes, qui ne ressemblent ni à l'algue, ni au champignon. Et cette union, en fait, il y a des échanges entre l'algue et le champignon. L'algue, qui fait la photosynthèse, comme une plante verte, va prendre du gaz carbonique, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et à la lumière va fabriquer des sucres. Et elle va donner une partie de ces sucres au champignon, qui lui ne peut pas faire la photosynthèse. Mais le champignon, en retour, va donner à l'algue un milieu qui lui permettra de vivre dans des endroits où l'algue ne pourrait pas vivre toute seule. Le champignon va fabriquer également. Il y a des échanges, c'est une symbiose. Et le champignon fabrique aussi de la vitamine, et puis il fabrique des substances qu'on appelle des substances lichéniques qu'il ne fabrique que lorsqu'il est associé à l'algue. Il y a à peu près 700 substances lichéniques qu'on découvre. Ce qui veut dire que cette union de l'algue et du champignon est créatrice également d'une biodiversité chimique. Et ces substances lichéniques, qu'on utilise d'ailleurs pour identifier les lichens, avec des petits réactifs chimiques, ça permet aux lichens de résister aux UV, de résister aux prédateurs, à des escargots par exemple qui vont les consommer. Ça permet d'éviter d'être colonisé par certains champignons pathogènes, etc. Donc il y a une entraide entre l'algue et le champignon. Mais on sait depuis peu de temps, depuis moins de 10 ans, qu'il y a d'autres partenaires dans un lichen. Il y a plein de bactéries, il y a des levures. On a finalement, et chacune de ces bactéries, il y a un lichen, l'oparie du poumon peut contenir 800 espèces de bactéries différentes dans ce lichen. C'est comme le microbiote de l'intestin finalement. Ça forme un véritable microbiote. Un lichen, c'est presque un écosystème. Il y a l'algue, il y a le champignon, puis il y a plein d'autres choses. Et ça, ce sont des découvertes très, très récentes. Donc un lichen, c'est l'association d'une algue verte ou d'une cyanobactérie ou d'une cyanobactérie et d'un champignon, principalement, mais il y a plein d'autres partenaires dans un lichen. On les reconnaît, elles sont vertes ou grises. Alors des lichens, il y en a de toutes les formes. Il y en a qui ont des formes de petites lames, il y en a qui ont des formes de cheveux qui pendent des arbres, il y en a qui ont des formes de croûtes qu'on va trouver soit sur les arbres, soit sur les rochers, des formes de trompettes également. Il y a une diversité de formes qui est due justement à cette association de l'algue et du champignon.
Et nous, on les trouve surtout en forêt, ces lichens? On les trouve partout. Les lichens, on va les trouver depuis le niveau de la mer jusqu'à des altitudes de 6 à 7 000 mètres dans l'Himalaya. Partout, on peut trouver des lichens. On peut en trouver sur les arbres, sur les troncs, sur les branches. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, mais les lichens, est-ce que ce sont des parasites des arbres ?» Non. Il y a des gens, quand vous avez des émissions à la radio, à la télé, il y a des gens qui posent des questions. « Oh, j'ai des lichens dans mon jardin, sur mes arbres fruitiers, est-ce qu'il faut que je m'en débarrasse ?» Alors, le jardinier va répondre, vous prenez une brosse et vous frottez. Moi, je dis non, vous prenez une loupe et vous les observez. Parce que c'est magnifique de découvrir un lichen sur les arbres. Et le lichen n'est pas parasite des arbres. Il se sert de l'arbre uniquement comme un support. Mais il n'affaiblit pas l'arbre. Donc on ne les enlève pas. On ne les enlève pas. Si vous avez des lichens sur vos arbres fruitiers, gardez-les. Et en plus, on verra tout à l'heure qu'ils vont vous servir d'alerte en cas de modification de votre environnement. Vous prenez une loupe et vous les observez et vous verrez, c'est magnifique. Donc sur les arbres, il y en a sur les rochers, on trouve des lichens. Il y en a sur le sol également, on trouve des lichens et parfois sur des supports insolites. J'en ai trouvé sur un vieux godillot, sur les têtes d'os, on peut en trouver pratiquement partout. Et oui, ces lichens, il y a eu plusieurs utilisations, enfin il y en a plusieurs utilisations toujours dans divers pays. On pourrait dire qu'il y a de nombreuses utilisations à travers l'histoire. On va en donner que quelques-unes, parce que là, on pourrait presque faire une émission spéciale sur les utilisations des lichens. Les lichens ont été utilisés pour fabriquer des parfums très célèbres, au sauvage de Christian Dior, par exemple, qui contient des lichens, pour faire de la teinture. Le tuile écossais et des couleurs qui sont dues à des lichens. Également comme plantes ne sont pas des plantes, comme plantes entre guillemets, ne sont pas des plantes, ils sont rattachés aux champignons, les lichens, comme champignons médicinaux, il y a des propriétés médicinales. Les animaux consomment des lichens, on les utilise, on verra tout à l'heure brièvement, pour détecter la pollution. Donc de très nombreuses utilisations des lichens, on pourrait dire, à travers l'histoire. Et justement, ces lichens, ils sont importants qu'on ne les enlève pas des arbres, qu'on ne les gratte pas, car ils peuvent nous apporter beaucoup, notamment sur la pollution. Or, les lichens sont extrêmement sensibles à la pollution. Alors, l'union de l'algue et du champignon va faire que ces lichens vont être, dans un sens, résistants aux conditions de milieu, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir pousser dans des milieux où ni l'algue ni le champignon pourraient pousser séparément, mais ils sont très sensibles à la pollution atmosphérique. Dès qu'il y a un peu de pollution, en général, les lichens disparaissent. Et Jean-Marie Pelt, le célèbre botaniste, pharmacien, chercheur en pharmacie, Jean-Marie Pelt, disait dans ses émissions, si vous avez beaucoup de lichens près de chez vous, restez-y, ça veut dire que l'endroit n'est pas pollué. C'est-à-dire, si vous avez une grande diversité de lichens autour de chez vous, il y a de fortes chances que ça ne soit pas pollué. Donc on disait tout à l'heure, gardez les lichens dans vos jardins, parce que si tout d'un coup vos lichens disparaissent, ça va être un signe d'alerte. Ça serait un lanceur d'alerte. Attention, là il se passe quelque chose, il y a peut-être une modification de l'environnement, et en particulier, il y a peut-être une pollution de l'air. Donc posez-vous des questions. Donc gardez-les, ce sont des sentinelles de votre environnement. Et donc ils sont utilisés pour faire estimer, alors historiquement, dans les années 1970, ils étaient utilisés pour détecter la pollution par le dioxyde de soufre dans les grandes villes. On pouvait faire des cartes de pollution au dioxyde de soufre, qui est très toxique pour les lichens. Et également, dans les usines de fabrication d'aluminium, on dosait le fluor dans les lichens, parce qu'ils ont un grand pouvoir de concentration des polluants. Actuellement, il y a moins de pollution par dioxyde de soufre, et on utilise les lichens pour faire des cartes de qualité globale de l'air. En fait, on estime la biodiversité en lichen, et plus cette biodiversité est importante, meilleure est la qualité de l'air. Et on a fait, à Arnica Montana, nous avons fait une carte de qualité de l'air de Briançon, Gap, Embrun, Laragne. Et Briançon, on a fait une carte en 2002, en 2007, et on vient d'en refaire une en 2023. C'est-à-dire estimer la qualité de l'air de la ville à partir de la diversité lichénique. Et ce n'est pas une méthode farfelue, parce que c'est une méthode qui fait l'objet d'une norme AFNOR.
Et il y a un autre signe également, c'est-à-dire là, quand il y a une pollution, les lichens disparaissent, sauf souvent quand il y a une pollution azotée, par exemple d'origine routière, les pots d'échappement de véhicules qui rejettent des oxydes d'azote. À ce moment-là, il y a certains lichens, pollution par des engrais azotés, qui peuvent se développer de façon inconsidérée. Ce sont des lichens jaune-orangé et blancs, surtout jaune-orange, jaune, jaunâtre, orangé, qui vont à ce moment-là recouvrir tous les arbres et qui vont pousser sur résineux alors que normalement on ne les trouve pas. Ah ouais. C'est-à-dire que si vous avez dans un secteur des résineux, comme des pins par exemple, qui se retrouvent recouverts de lichens jaune-orangé, c'est peut-être un signe qu'il y a une pollution azotée à côté de chez vous, une source de pollution, peut-être soit des engrais azotés, soit une pollution automobile. Donc là encore, des lanceurs d'alerte, attention, il se passe quelque chose. C'est-à-dire en observant les lichens, vous pouvez voir s'il y a une modification de l'environnement. Ça c'est pour la pollution, mais on pourrait dire que globalement, certains lichens vivent dans des conditions très très précises. Vous avez des lichens qui vont vivre sur des arbres, par exemple, à écorce un peu acide, comme les résineux. D'autres plutôt sur des feuillus. Sur les rochers, vous avez des lichens qui vont pousser sur les rochers siliceux, d'autres sur les rochers calcaires. Et puis il y a des lichens qui vont pousser sur le sommet des rochers. Ce sont en général des lichens qui ont besoin d'azote. Et ils vont pousser là où les oiseaux font leur fiente. Les oiseaux se posent sur le rocher, font leur fiente riche en azote, ce qui va permettre à ces lichens de pousser. Et d'ailleurs, ces lichens, on les appelle des lichens ornithocoprophiles. Ornitho, oiseau, copro, crotte, fil, qui aime les crottes d'oiseaux. Et puis il y a des lichens, ce sont des lichens qu'on voit beaucoup en montagne, sur des sommets de rochers qui sont orangés, presque rouges. Et puis il y a des lichens qui poussent sur les surplombs. Sur le sol, il y a des lichens sur sol calcaire qui ne sont pas forcément les mêmes que sur sol siliceux. Il y en a qui vont pousser sur des sols plutôt secs, calcaires et secs, d'autres plutôt sur des talus humides. Il y en a qui vont recoloniser les talus après, par exemple, création d'une route forestière. Il y en a qui sont dans les combes à neige, des creux de prairies en montagne, d'autres sur les crêtes ventées. Donc il y en a qui poussent dans des conditions très précises. Varié. Ce qui fait que s'il y a une modification des conditions d'environnement, ces lichens peuvent disparaître ou d'autres peuvent apparaître. Vous avez des lichens qui poussent dans les endroits froids. Ils peuvent, à basse altitude, si on trouve à basse altitude, ils peuvent être le témoin d'un sous-sol gelé. Ah oui. En observant les lichens, on peut arriver à voir des conditions environnementales précises. Et si cette flore lichénique est modifiée, ça peut indiquer des modifications de l'environnement. Donc un lanceur d'alerte, c'est modification d'environnement. Vous avez des lichens qui remontent en latitude et qui sont les témoins du réchauffement climatique. Je veux dire que les lichens, il faut les observer, et non pas les détruire comme certains préconisent, même dans le jardin. Donc ils peuvent témoigner de la qualité de l'air de votre jardin, de votre environnement. Et il y a même une étude qui a été faite en Italie, c'est le professeur Nimis, qui a fait une étude, qui a fait une carte d'atteinte de cancer du poumon chez les gens non fumeurs et une carte de la diversité lichénique. Et les deux, on peut les superposer. C'est-à-dire que les endroits où il y a le moins de lichens correspondent aux endroits où il y a le plus de cancer du poumon. Pourquoi ? Parce que les endroits où il y a le moins de lichens sont les plus pollués. Eh oui. Donc, vous voyez, là, quand on parle, les lichens, ce sont des hygiomètres très sensibles, les lichens. Ben, effectivement. Ils sont hyper importants. Ils vont être témoins de la qualité de l'air. Comme disait Jean-Marie Peld, j'aurais dit encore une fois, s'il y a beaucoup de lichens autour de chez vous, une grande diversité, ça veut dire qu'il y a forte chance que l'air n'est pas pollué. Donc que c'est bien d'être là. Ils sont là et donc ne les enlevez pas, ne prenez pas une brosse pour les enlever, au contraire, ils vont vous indiquer si la qualité de l'air de votre environnement est toujours bonne, et s'ils disparaissent, posez-vous des questions, c'est qu'il se passe quelque chose. Ils servent de nourriture aussi à certains animaux. Ils servent de nourriture à certains animaux, par exemple les chamois.
Les chamois en montagne peuvent consommer des usnés, par exemple. Les escargots peuvent consommer des lichens sur les rochers. Il y a les oiseaux utilisent les lichens dans la fabrication de leur nid, comme isolant, ou bien pour dissimuler le nid de la vue des prédateurs. Ah ouais. Et oui, les rennes consomment les lichens, bien sûr. Les rennes dans les régions nordiques consomment des lichens. On fait un petit peu de verdure. Et ce qui a posé d'ailleurs un gros problème quand il y a eu Tchernobyl. Parce que les lichens, concentrant énormément la pollution, en particulier radioactive, ils sont résistants à la pollution radioactive par contre, mais ils concentrent. Ce qui fait que quand il y a eu Tchernobyl, les rennes dans les régions arctiques, en Laponie par exemple, ont été contaminées par les lichens, et ce qui fait qu'ils risquaient ensuite de contaminer les populations qui consommaient les rennes. Il a fallu abattre des troupeaux entiers de rennes, une véritable catastrophe. Aïe aïe aïe. Et oui. Et les habitants des régions nordiques, à ce moment-là, à peu près, je crois que c'est 4 fois le taux en radioéléments supérieur aux habitants des régions européennes. Ouf. C'était vraiment une catastrophe sanitaire. Donc les lichens, finalement, étudier les lichens, c'est aussi important pour l'environnement. Pour nous. Et pour la santé humaine également, parce que quand on voit que l'étude du professeur Nimitz, quand on montre qu'un secteur est pollué, ça peut avoir une incidence sur la santé publique aussi. Donc les Arnica Montana travaillent sur les lichens depuis sa création, depuis plus de 35 ans. On travaille sur les lichens, on fait des inventaires, des cartes de qualité de l'air. Donc les gens connaissent peu les lichens. Et il y a certains lichens qui sont à cueillette réglementée dans les Hautes-Alpes. Ah oui. Et oui, c'est-à-dire tous les lichens. Ça c'est bon à savoir. Et oui. Si on se promène, qu'on ne ramasse pas n'importe quoi. On peut ramasser, c'est un arrêté préfectoral. Ah quand même. Qui limite la cueillette des lichens qui sont en forme de cheveux, de lames, de gouttières. On n'a le droit de ramasser que ce que la main d'une personne adulte peut contenir. La vente interdite, colportage interdit. Oh. Donc la cueillette est réglementée. Et il y a aussi quelques lichens toxiques. Et donc le mieux c'est de laisser à la nature. Voilà, il y a un lichen qui s'appelle la laitarie du renard, qui est un lichen très fréquent sur les mélèzes en Briançonnais, et qui est un lichen toxique qui peut provoquer un arrêt respiratoire. Ah oui. Et qui peut provoquer également des problèmes respiratoires quand les gens le respirent. Et laitarie des renards, parce que ce lichen était utilisé pour tuer les renards et les loups. Alors je ne donnerai pas la recette, au cas où il y a des gens mal intentionnés qui écoutent. Il y a 2 lichens toxiques, vraiment toxiques, qu'on trouve dans les Hautes-Alpes. La laitarie du renard et le cétraire du pin qui se trouve, qui est un peu jaune, vert jaunâtre. La laitarie des renards est d'un jaune vert fluo. Et donc là, il faut faire attention parce que ça peut être très toxique, provoquer un arrêt respiratoire et même pas les respirer de près. Waouh. Il y a même d'ailleurs, il faut dire une petite histoire éventuellement. Je me promenais un jour dans le Queyras et dans un magasin qui vendait des souvenirs, il y avait des petits chalets avec justement ce lichen très toxique. Et puis j'ai dit à la personne qui vendait, j'ai dit, attention, faites attention, c'est un lichen très toxique, il n'y a pas des enfants qui viennent à les consommer, et ça pourrait être dangereux, qui viennent à les prendre et puis à les mettre à la bouche. Et puis voilà, donc, oui, je le dirai à la personne qui fait ça, et puis peut-être quelques mois après, ça fait déjà quelques années de ça, quelques mois après, j'y retourne, puis mais vous savez, cette dame, finalement, elle avait des problèmes respiratoires depuis qu'elle est venue dans la région, dans les Hautes-Alpes, alors qu'habituellement, c'est plutôt l'inverse. Oui. En général, je dis, mais comment elle fait quand elle prend ses lichens? Elle dit, elle les met dans des sacs et puis elle les brasse pour choisir les sacs. Et elle est juste au-dessus à brasser des lichens pour chercher la forme qui lui convient. Ouf. Et personne, aucun médecin n'a trouvé que ce qu'elle avait. Il y a peut-être des chances que ça soit ça. Parce que ça donne une sorte de poudre qui s'échappe du lichen, qui sert à la reproduction, qui peut pénétrer dans les voies respiratoires et provoquer des problèmes respiratoires. Bon, j'ai pas eu de nouvelles après, mais il y a des choses. Elle a dû arrêter, c'est bien. J'ai pas eu de nouvelles, mais il y a des chances que ça correspondait à la venue. Alors qu'en général, quand
on vient dans les Hautes-Alpes, c'est plutôt pour soigner les problèmes respiratoires. Et là, ça a été l'inverse et ça a correspondu à cette activité. Il y a des chances de... Donc il y a des lichens aussi toxiques, peu, mais il y en a aussi qui sont un peu toxiques. Et donc ces lichens, on peut découvrir leurs conférences à Arnica Montana d'ailleurs. Arnica Montana fait des conférences sur les lichens. Il y en a une sur les lichens sentinelles de l'environnement, il y en a une sur les lichens aux multiples utilisations à travers l'histoire, une exposition également qui est sur ce thème, des conférences sur la qualité de l'air, et puis on fait également parfois des sorties lichens, d'initiation à la découverte des lichens. Parce que s'il y a certains lichens qui sont un peu compliqués à déterminer, il y en a pas mal qu'on peut déterminer assez facilement finalement, sans être spécialiste. Et on fait également des sorties, on travaille sur on a édité une petite clé de détermination des lichens du Briançonnais également. Et puis on a téléchargeable gratuitement sur le site d'Arnica Montana, arnica-montana.org. On a des dépliants sur les lichens et la pollution azotée, détecter la pollution azotée avec les lichens. Et on a un dépliant également sur détecter et estimer la qualité globale de l'air à l'aide de lichens. De façon très simple. Ce sont des dépliants gratuits qu'on peut télécharger gratuitement sur le site de l'association. Et on effectue des inventaires sur les lichens. Actuellement, on travaille sur l'inventaire des lichens de la réserve régionale des Parcias, par exemple. Donc, beaucoup de travaux sur les lichens, effectivement. Donc, à Briançon, on est bien lotis, quand même. On a pas mal d'espèces. Oui. Dans les Hautes-Alpes, il y a pas mal d'espèces. Le Champsaur semble avoir encore un peu plus d'espèces parce que c'est un petit peu plus humide en climat. Le Briançonnais est un peu sec, donc il y a certaines espèces qu'on va retrouver plus dans le Champsaur, comme les Ramalina, qu'on va moins trouver dans le Briançonnais. Mais disons globalement dans les Hautes-Alpes, parce que actuellement le catalogue des lichens de France, qu'on peut télécharger gratuitement d'ailleurs, entre parenthèses, sur Internet, ce catalogue estime à 800 espèces le nombre de lichens dans les Hautes-Alpes. Mais comme ce n'est pas totalement prospecté, je pense qu'on doit arriver à 1000 espèces sans problème. Dans les Alpes d'Haute-Provence, je crois que c'est un petit peu plus de 1000 espèces, il y a plus de prospection. Ah oui. Donc on doit avoir, dans ce qui représente pratiquement un tiers de la flore lichenique de France. Et c'est énorme. C'est quand même pas mal, ça. On en trouve partout. Vous ne pouvez pas vous promener, même en ville, vous pouvez trouver des lichens. Regardez sur un arbre, vous allez voir des lichens. Ouais, mais souvent, les gens ne les connaissent pas, alors qu'on en voit partout. Faut regarder la nature, faut faire attention. Il faut observer, toujours une petite loupe avec soi. Ça, c'est... Observer. On peut aussi aimer les lichens pour la beauté artistique, finalement. Observer un lichen avec une petite loupe, un petit compte fil, sans prendre quelque chose, vous découvrez un autre monde. Faire de la photo en macro-photo de lichen, c'est quelque chose de magnifique. On peut faire des choses absolument magnifiques. Donc on peut aussi les observer pour la beauté. Vous verrez une diversité de formes énorme. Merci beaucoup. De rien.